Je pense que j'ai réagi de manière excessive. J'ai été un peu plus dramatique parce que je ne suis pas aussi habitué à la famille de River Phoenix à échapper à une dangereuse secte quand il avait 7 ans. Ils ont changé de nom de famille et ont recommencé à zéro. Mais certains secrets ne peuvent être semés. À l'âge de 23 ans, River avait avoué des abus infantiles qui ont choqué l'Amérique. Il a fréquenté des co-stars, refusé de gros contrats de cinéma et a vécu comme s'il manquait de temps. Puis vint cette dernière nuit au Viper Room. Ce qui s'est passé dans ces derniers instants n'était pas qu'un accident. C'était la fin d'une histoire qui a commencé dans un camp de secte des années plus tôt. River Phoenix est né le 23 août 1970 dans une petite maison bois dans une ferme à Madras, Oregon. Son nom complet était River Jude Bottom. Ce nom n'était pas aléatoire. River venait de la rivière sacrée dans le roman Siddhartha de Hermann Hesse, et Jude venait de la chanson des Beatles Hey Jude. Ses parents croyaient que les noms avaient un sens. Ils voulaient quelque chose de spirituel, quelque chose d'artistique, quelque chose qui corresponde à la vie dont ils rêvaient. Sa mère, Harland Sharon Dunetz, était juive, née dans le Bronx. Sa famille avait des racines Russie et Hongrie. Son père, John Lee Bottom, venait de Fontana, Californie. Il était autrefois catholique, mais plus maintenant. Ses ancêtres étaient anglais, allemands et français. Ensemble, Harland et John n'avaient aucun intérêt à rester immobiles. Ils étaient hippies, vagabonds, à la recherche de quelque chose de plus grand que la vie habituelle. 1968, Harlan faisait de l'autostop à travers le nord de la Californie. Elle avait laissé derrière elle une vie normale à New York, où elle avait été mariée à un informaticien. Mais elle n'était pas heureuse. Elle voulait plus. C'est à ce moment-là que John l'a prise sur le bord de la route. Ils ont tout de suite accroché. Moins d'1 an, ils étaient mariés. C'était le 13 septembre 1969. Après cela, ils ne se sont pas installés. Ils sont devenus des travailleurs migrants, cueillant des fruits à travers le pays. Ils ne se souciaient pas de l'argent ou du confort. Ils déménageaient constamment. River et sa sœur Rain n'avaient pas de vraie maison ni de vraie école. Ils se produisaient dans la rue juste pour manger. River l'a plus tard qualifiée de vie désespérée, mais c'était la seule vie qu'il connaissait. 1973, quand River n'avait que 3 ans, la famille a rejoint une secte. Elle s'appelait les Enfants de Dieu. Ce groupe a commencé 1968, dirigé par un homme nommé David Brandberg. Il a dit qu'il était un prophète. La secte a attiré des milliers de jeunes. Elle a grandi rapidement. Elle promettait l'amour et la foi, mais dessous, il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre. 1971, la secte comptait plus de 4000 membres à travers les États-Unis. Ils vivaient dans des communautés et suivaient des règles strictes. Berg a écrit des milliers de lettres qu'il appelait des lettres mots. Ces lettres sont devenues plus troublantes avec le temps, surtout à propos du sexe. La secte enseignait que le sexe était une façon de montrer l'amour de Dieu. Mais ils ne se sont pas arrêtés aux adultes. Ils incluaient les enfants. La famille de River a été envoyée au Venezuela. Son père est devenu connu comme l'archevêque du Venezuela et des Caraïbes. Les enfants se produisaient dans les rues et dans les églises. River a dit qu'ils vivaient dans une cabane infestée de rats. Ils avaient à peine assez à manger. Et le pire, c'est ce qui s'est passé derrière des portes closes. 1991, River a raconté quelque chose d'horrifiant au magazine The Ties. Il a dit qu'il avait perdu sa virginité à l'âge de 4 ans. D'autres enfants étaient impliqués. Cela s'est passé dans la secte. Il a dit qu'il avait bloqué la plupart des souvenirs, mais le traumatisme était cela. La secte enseignait que les enfants étaient prêts pour le sexe à l'âge de 4 ans. Les adultes coucheraient avec des enfants. On disait aux parents que c'était normal. Les babysitters, appelés bergères de maison, étaient souvent celles qui maltraitaient les enfants pendant que les parents étaient sortis pour recruter de nouveaux membres par le sexe. Le frère de River, Akin, est né à Porto Rico, 1974.
Mais même alors, la famille a continué à déménager du Venezuela au Mexique à d'autres endroits Amérique du Sud. Toujours pauvres, toujours travaillant dans les champs, toujours sous le contrôle de la secte. Les enfants n'allaient pas à l'école. Ils se produisaient simplement. Ils chantaient et jouaient de la musique dans les rues pour gagner de l'argent pour la secte. Parfois, des foules se rassemblaient. La police devait les disperser. Mais pour la secte, ce n'était qu'une affaire. Les enfants étaient utiles. 1977, River avait 7 ans. La famille ne pouvait plus. La secte était devenue encore pire. Les enseignements de Berg devenaient plus extrêmes. Il voulait que les enfants participent à des rituels sexuels pour adultes. C'était la limite pour John et Arlene. Ils se sont enfuis. Ils étaient fauchés. Ils n'avaient rien. Pendant un certain temps, ils ont vécu dans une cabane sur une plage au Venezuela. Puis un prêtre gentil les a aidés. Il leur a donné de la nourriture et un abri. Et il les a aidés à monter à bord d'un cargo qui allait Floride. Une fois arrivés à Amérique, ils étaient différents. Ils avaient besoin d'un nouveau départ. Alors, le 13 avril 1969, ils ont changé leur nom de famille Phoenix. Comme l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, ils voulaient renaître. Ce n'était pas seulement un nouveau nom, c'était une façon de laisser l'horreur derrière soi. River Phoenix a commencé à jouer à l'âge de 10 ans, mais ce n'était pas un coup de chance ou un rêve devenu réalité. Cela a commencé avec la pauvreté. Sa famille venait d'échapper à une secte au Venezuela. Ils vivaient dans des bidonvilles avec des rats et sans toilette. Quand ils ont atteint Los Angeles, ils n'avaient rien. River et ses frères et sœurs chantaient dans les rues pour obtenir de la monnaie juste pour manger. Un jour, alors qu'ils se produisaient à un coin de rue à Westwood, un agent de talent nommé Iris Burton les a vus. Elle a vu quelque chose de brut et de réel. Quelques mois, River faisait des publicités télévisées nationales. Il avait 10 ans, mais nourrissait déjà sa famille. S'il ne gagnait pas d'argent ce jour-là, il ne mangeait pas. Il ne faisait pas que des publicités. Lui et sa sœur Rain sont devenus des échauffements d'audience pour une émission de télévision appelée Real Kids. 1941, River est apparu dans une émission appelée Fantasy Singing avec Rain. Il pouvait faire des claquettes. Il pouvait imiter Elvis. Et il ne faisait que commencer. Quand River avait 14 ans, il a obtenu son premier rôle au cinéma dans Explorers avec Ethan Hawke. Ils ont commencé le tournage octobre 1984. Cela aurait dû être un grand moment. Mais le studio a tout précipité. Le montage n'était même pas terminé quand ils ont exigé qu'il sorte sale. Il est sorti le 12 juillet 1985, juste avant l'énorme concert Live Aid. Ce même mois, Retour vers le futur dominait les salles de cinéma. Alors, Explorers a fait un flop. Il a rapporté seulement 9,8 millions contre un budget de 25 millions de dollars. River jouait un enfant scientifique ringard, Wolfgang Müller, mais presque personne ne l'a vu. Ses débuts ont disparu, et ce n'était pas de sa faute. Pourtant, Iris Burton a continué à le pousser. Elle avait déjà découvert Henry Thomas de UT et était connue pour trouver des acteurs enfants. Elle n'est pas tombée par hasard sur la famille Phoenix. Elle cherchait. Elle a vu des enfants se produire par désespoir et a vu de l'argent. Quelques semaines, elle a fait entrer River dans de grandes publicités et a présenté la famille aux responsables du casting de Paramount. Ses clients comprenaient Adam Rich, Kirk Cameron et Candace Cameron. River était maintenant dans la même machine, mais sa vie n'a pas beaucoup changé à la maison. Ils ont échappé au Venezuela, se cachant sur un cargo rempli de jouets. Quand ils ont atterri Floride, ils étaient toujours fauchés. Même lorsque River faisait des publicités, il vivait dans un motel bon marché. Il a été sexuellement abusé dans la secte, ce dont il a parlé ouvertement plus tard. Il a dit qu'il avait fait l'amour pour la première fois à 4 ans avec d'autres enfants. Et maintenant, même apparaissant dans des publicités de marques de luxe, sa vie réelle est restée sombre. Il travaillait constamment. Il ne restait plus d'enfance. Il était le seul espoir de la famille.
et ils avaient besoin de lui. 1986, tout a changé avec Stand By Me. River avait 15 ans. Il jouait Chris Chambers, un garçon dur avec une tristesse tranquille. Lors d'une projection privée, le patron du studio ne se souciait même pas du film jusqu'à ce que ses deux filles adolescentes disent qu'elles étaient amoureuses de River à mi-parcours. C'était tout. Le studio a acheté le film sur le champ. Mais ce n'était pas seulement son apparence. Dans une scène poignante, Chris fond larmes parce qu'il est considéré comme un voleur. River n'y arrivait pas tout à fait, alors le réalisateur Rob Reiner l'a pris à part et lui a demandé « Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous aviez déçu quelqu'un? » River est revenu. Une seule prise. Il sanglotait. L'équipe était stupéfaite. Même Reiner a dit que c'était dévastateur. C'était River, réel et brut. Il a ajouté de petites saucisschoses au rôle qui l'ont rendu inoubliable, comme garder un paquet de cigarettes roulé dans sa manche ou demander à fumer devant la caméra pour se sentir comme le personnage. Il a utilisé une voix plus grave pour paraître plus âgé, plus sérieux. Les critiques ont remarqué. Roger Ebert a dit que la performance de River maintenait tout le film ensemble. Le film est sorti discrètement le 8 août 1946. Pas de stars, petit budget, juste quelques salles. Mais le bouche à oreille s'est répandu rapidement. Les gens ont adoré. Le studio a ajouté plus de salles, 700 d'ici la fête du travail. Ils ont même ajouté 150 salles une semaine pour répondre à la demande. Il a rapporté 52 millions de dollars aux États-Unis et est devenu un succès mondial. Au Japon, il a rapporté environ 18 millions de dollars et les adolescentes adoraient. L'image de rebelle de River. Dans le monde entier, plus de 16 millions de personnes l'ont vu au cinéma. Il avait à peine 16 ans et est soudainement devenu une idole des adolescents, mais il détestait ça. Des magazines comme Bop et Tiger Beat ont mis son visage sur des affiches. Lors d'un événement de questions-réponses à Boston, les fans ont crié si fort, 95 décibels, qu'ils ont dû le faire sortir par la porte de derrière. Il recevait des piles de courriers de fans et les jetait. Il ne les lisait même pas. Une fois, on lui a demandé d'aller au bal de promo et il s'est présenté, jeune éclaboussé de peinture, pour s'assurer que personne ne prenne de photos. Il ne se souciait pas de la gloire. Il était végétalien, activiste, quelqu'un qui se souciait des choses réelles. Il a dit un jour, « S'ils ne remarquent que les pommettes, ils n'entendront jamais le message. » Mais plus il se retirait, plus les fans devenaient obsédés. Un magazine pour adolescents a déclaré « Les couvertures de River ont dépassé celles de Michael J. Fox de 18%. » Même lorsqu'il a essayé de garder son rôle dans Indiana Jones secret, s'enregistrant à son hôtel sous un faux nom, les fans l'ont quand même trouvé. Juste après Stand By Me, il s'est envolé pour Belize pour filmer The Mosquito Coast. Il faisait chaud, plus de 43 degrés, des moustiques partout. Il dormait sous des moustiquaires trempés de répulsifs. Il jouait le fils d'Harrison Ford. C'était épuisant. Une scène le montrait transportant des blocs de glace de 18 kilos sur une colline boueuse pendant 8 heures. Il s'est contusionné une côte, mais n'a pas demandé de doublure. Le réalisateur l'a félicité. Les critiques aussi. Le New York Times a déclaré que son jeu d'acteur avait une précision émotionnelle étonnante. Il a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle par le National Board of Review. À 16 ans, Harrison Ford l'aimait tellement qu'il a insisté pour qu'il revienne 3 ans plus tard. Cela a conduit à Indiana Jones et La Dernière Croisade. River a joué le jeune Indy dans la scène d'ouverture seulement 8 minutes, mais il a assuré. Cela a été filmé dans le Parc national des Arches de l'Utah. Il devait monter à cheval, se battre avec un fouet et affronter un lion. Cette scène de fouet a laissé une vraie cicatrice sur son menton. Une partie où il dompte le lion avec une chaise était quelque chose que River a inventé sur le champ. Idem pour le moment où il époussette sa veste comme Harrison Ford. L'équipe a applaudi. Spielberg l'a gardé dans le film. La Dernière Croisade s'est sortie le 24 mai 1949.
et a rapporté 37 millions de dollars 5 jours. C'était le deuxième plus gros week-end de Memorial Day de tous les temps à l'époque. River ne voulait pas faire la série télévisée dérivée. Il ne voulait pas être enfermé dans quoi que ce soit à long terme. Mais ces 8 minutes ont fait de lui une star partout. Une entreprise de jouets a déclaré que 40% des commandes de figurines du jeune Andy provenaient de Phil. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans toute leur gamme Indiana Jones. River Phoenix n'avait que 18 ans lorsque l'Académie a lu son nom le 15 février 1959. Il a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle. Cela a fait de lui le troisième plus jeune homme jamais nominé dans cette catégorie à l'époque. Mais ce qui a vraiment choqué les gens, ce n'était pas seulement son âge, c'était le film lui-même. À bout de course était un petit drame familial. Il n'a jamais figuré dans le top 10 du box-office américain. Il n'a rapporté que 2,8 millions de dollars, alors qu'il a coûté 7 millions à produire. Presque personne ne l'a vu au cinéma. Pourtant, l'Académie a quand même remarqué sa performance. Il jouait Danny Pope, un jeune prodige du piano. Mais la vie de Danny était loin d'être normale. Ses parents vivaient sous de faux noms parce qu'ils avaient bombardé un laboratoire de napalm dans l'Indiana 1961. Cette explosion a rendu un concierge aveugle et paralysé. Depuis lors, la famille était fuite. Dans les 9 premières 13 minutes du film, ils ont changé de ville 3 fois. River devait montrer 3 facettes à la fois. Un fils loyal, un jeune homme rêvant de Juilliard et quelqu'un qui devait mentir sur qui il était juste pour survivre. Il y a une scène où il dit la vérité à sa petite amie. La caméra ne bouge jamais. Elle reste sur son visage pendant 2 minutes d'affilée. Il parle à voix basse. Ses yeux ne cessent de vérifier le couloir. Roger Ebert a dit que c'était puissant. Il a dit que River nous a fait sentir le poids des secrets qu'aucun adolescent ne devrait porter. Ebert a donné 4 étoiles au film et l'a mis sur sa liste des 10 meilleurs films de l'année. L'industrie l'a également remarqué. River a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle du National Board of Review. Il a battu des acteurs comme Martin Landau et Alec Guinness. Il a également été nominé pour un Golden Globe et par les critiques de cinéma de Los Angeles. Même Akira Kurosawa a ajouté « À bout de course à sa liste des 100 meilleurs films 1941 ». C'était le seul drame pour adolescents américains sur cette liste. Raison de cette nouvelle attention, River a refusé de gros films de studio 1949. L'un d'eux était Les Affranchis. On lui a offert le rôle du jeune Henry Hill. Il a dit non. Au lieu de cela, il a choisi My Own Private Idaho, un tout petit film qui lui a rapporté 1/15 de ce que Goodfellas aurait fait. Mais cela lui a rapporté quelque chose de plus grand, la Coupe Volpi. Cette même nomination aux Oscars a lancé un étrange record. 14 ans plus tard, 2001, Joaquin Phoenix a également été nominé. Il avait encore moins de 30 ans. Cela a fait de River et Joaquin les premiers frères de l'histoire des Oscars à être nommés avant d'avoir 30 ans. Même 2025, aucun autre couple n'a fait cela. La seule nomination aux Oscars de River est survenue à une époque où il était encore sur les affiches pour adolescents. Pourtant, cela a montré au monde qu'une idole des adolescents pouvait faire quelque chose de plus profond. Son rôle a contribué à mettre lumière des histoires personnelles et politiques plus petites. Même à l'époque où Hollywood était à la poursuite de gros blockbusters, dans My Own Private Idaho, River n'avait que 21 ans. Mais le rôle qu'il a assumé était audacieux. Il jouait Mike Waters, un gigolo gay atteint de narcolepsie. Dans la toute première scène, il s'effondre sur une autoroute déserte. Ce n'était pas seulement dramatique, cela ressemblait à un symbole d'abandon. 1 minute, il cite Shakespeare avec Keanu Reeves. La suivante, il se livre à des activités sexuelles, tarifées pour de l'argent. Le film mélangeait poésie, douleur et humour. Roger Ebert a dit que les 3 étaient à la fois poétiques, drôles et déchirants. Il n'a coûté que 2,5 millions de dollars à produire, mais a rapporté plus de 8 millions de dollars dans le monde.
River a prouvé que les gens étaient prêts à voir un séducteur sous un jour complètement différent. Ce rôle a fait de lui une star du cinéma d'art et d'essai du jour au lendemain. D'autres jeunes acteurs attendaient généralement des années avant de prendre un tel risque. Pas lui. Le 14 septembre 1991, le Festival du film de Venise a remis à River Phoenix la Coupe Volpi du meilleur acteur. Il n'avait que 21 ans. Le bureau de presse a fait gâcher sa biographie et l'a inscrit à 31 ans par erreur. Il est monté sur scène et a dit calmement « Je ne veux pas plus de prix. Venise est le festival le plus progressiste. Tout le reste serait un symbole. » Les gens ont applaudi et ri nerveusement. C'était un grand moment. Ce prix existe depuis 1934. C'est le plus ancien prix d'interprétation Europe. Après cela, le New York Times a également salué sa performance. Plus de gens l'ont remarqué. Puis, mars 1992, My Own Private Idaho a balayé les Independent Spirit Awards. Le film avait 6 nominations. River a remporté le prix du meilleur rôle masculin. Il a battu Robert Duvall et Gary Oldman. Il n'était que le deuxième acteur de moins de 25 ans à remporter ce prix. Le film a également remporté le prix du meilleur scénario et de la meilleure musique de film. Aucun autre film cette nuit-là n'a remporté plus. Après cette victoire, le film s'est élargi et a dépassé la barre des 8 millions de dollars cet été-là. Mais tout n'était pas une question de prix. Le film a ouvert de grandes conversations. Les critiques du nouveau mouvement du cinéma queer l'ont qualifié de film historique. Ils ont parlé de son honnêteté, de son émotion et de la façon dont il montrait l'amour entre les hommes sans le cacher. Les sentiments de Mike pour Scott, particulier la scène du feu de camp, sont devenus emblématiques. Immédiatement, Gossip Magazine a commencé à poser des questions sur la propre vie de River. Certains ont même dit qu'il était peut-être gay. Dans Girlfriend Magazine, avril 1992, River a répondu clairement. Il a dit qu'il était étrange que les gens puissent juger de la sexualité de quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de remords à jouer le rôle. Cette citation a changé la conversation. Il l'a transformée en empathie, pas rumeur. Les téléspectateurs LGBTQ ont déclaré plus tard. Cela signifiait beaucoup de voir ce genre de respect à l'écran. Le lien entre River et Gus Vance, le réalisateur, était profond. Vance a déclaré que le choix de River avait changé toute l'ambiance du film. Pendant les répétitions, ils ont passé des jours dans des cafés de Portland à parler de Shakespeare et d'argot de rue. River n'arrêtait pas de poser des questions sur la vie queer. Vance a dit que ces questions ont contribué à rendre le film honnête. Avant cela, River n'avait fait que des drames sérieux mais traditionnels. C'était quelque chose de nouveau. Ils voulaient retravailler ensemble. Vance prévoyait de faire jouer à River le rôle d'Andy Warhol, puis celui de Cleve Jones dans un film sur Harvey Milk. Aucun des deux films n'a jamais été réalisé. 1991, River Phoenix a assumé l'un des rôles les plus difficiles de sa carrière. Il a joué Eddie Bird Lace, un jeune Marine dans Dogfight, une histoire qui se déroule juste avant l'assassinat du président Kennedy, novembre 1963. Le film suivait un jeu cruel où les soldats rivalisaient pour amener la fille la plus laide à une fête. C'était tellement dérangeant que Warner Brothers l'a à peine sorti. Les cinémas l'ont projeté dans quelques endroits seulement et il a rapporté moins d'un demi-million de dollars avant de disparaître. Mais River ne s'est pas retenu. Il s'est entraîné avec de vrais Marines à San Diego. Il s'est coupé les cheveux courts, a redressé sa posture et a rempli un cahier de fausses histoires de guerre du Vietnam du point de vue de son personnage. Il a dit que cela l'avait emmené dans un endroit sombre où il n'était jamais allé. La réalisatrice, Nancy Savaca, se souvenait qu'il se présentait tous les jours à 4 heures du matin, fumant des cigarettes au clou de girofle et relisant le scénario. L'habitude est restée avec lui après le tournage. Lorsque Criterion a restauré le film 2023, certaines des bobines de film étaient tellement endommagées qu'elles ont dû être cuites pendant 8 heures à 54 degrés, juste pour les empêcher de se désagréger.
C'est à quel point la performance la plus déchirante de River a failli disparaître pour de bon. Après cela, il a rejoint un grand thriller de studio appelé Les Experts. Il avait un budget de 35 millions de dollars et une distribution de stars. Robert Redford, Sidney Poitier, Ben Kingsley. Mais River n'avait encore que 21 ans lorsque le tournage a commencé, février 1991. Il ne pouvait même pas louer de voiture. La distribution l'appelait le furet parce qu'il n'arrêtait pas de ramper sous les tables et les accessoires pour tester si les scènes de piratage étaient réalistes. Il voulait que tout soit réel. Lorsque Les Experts est sorti, le 11 septembre 1992, cela a choqué tout le monde. Il a débuté à la première place et a rapporté 15,2 millions de dollars, 3 fois son coût. River jouait un pirate informatique bavard qui tapait à 140 mots par minute. Pour éviter d'utiliser de fausses prises de vue à la main, il a pratiqué du vrai code dans sa remorque jusqu'à ce qu'il puisse faire toute la scène temps réel. Dan Aykroyd a dit que River était toujours calme, généralement à l'écart avec une guitare. Redford a dit plus tard que River avait peur de devenir un produit, quelque chose qu'Hollywood pouvait acheter et vendre. Puis vint la chose appelée l'amour. Le tournage a commencé le 22 juin 1982 et s'est terminé seulement 10 jours avant le 23e anniversaire de River. Le budget était de 14 millions de dollars. Ils l'ont filmé comme une retraite musicale. River a coécrit 2 chansons, a joué direct pendant ces scènes et a refusé d'enregistrer quoi que ce soit studio. Il voulait que chaque note soit réelle. Il a également rencontré l'actrice Samantha Mathès sur le plateau. Sandra Bullock a dit qu'ils allaient au Bluebird Café tous les soirs et qu'ils chronométraient, juste pour qu'ils puissent voir les fontaines de l'hôtel s'allumer à exactement 0h01. Ils l'ont fait 37 nuits de suite, mais même avec le nom de River sur l'affiche, le film n'a jamais pris. Paramount ne l'a testé que 2 fois et lui a donné une petite sortie, seulement 576 salles. Il n'a rapporté qu'1 million de dollars, ce qui représentait à peine 7% de son budget. Le réalisateur, Peter Bogdanovich, a dit que River semblait épuisé et trop sensible. Après les scènes où son personnage était rejeté sur scène, River pleurait parfois. Bogdanovich croyait que cela puisait dans une peur qu'avait River d'échouer devant tout le monde. Quelques mois plus tard, River travaillait sur Dark Blood. À la fin d'octobre 1993, la plupart du tournage était terminé. Ils avaient terminé 80% du film. Il ne restait que 4 scènes d'intérieur et une dernière explosion. Mais la nuit d'Halloween, River s'est effondré devant le Viper Room. Les images inachevées valaient 6 millions de dollars, mais l'assurance a déclaré le film mort et a donné un délai de 30 jours pour le détruire. Le réalisateur, George Sluizer, ne l'a pas accepté. Il a conduit de Paris à un entrepôt à Londres à charger 14 boîtes dans une camionnette, chacune pesant 25 kilos, et a sauvé le film juste avant qu'il ne soit déchiqueté. Les bobines sont restées enfermées dans un coffre-fort néerlandais pendant 12 ans. Après que Sluizer ait subi une urgence médicale 2010, il a décidé de le terminer utilisant sa voix pour combler les scènes manquantes. Il a sorti la version finale le 27 septembre 2012, exactement 46 jours après la mort de River. Même si le film était incomplet, les critiques ont dit que la performance de River était obsédante. Son poids avait varié de près de 7 kilos pendant le tournage, de sorte que le monteur a dû utiliser des coupes rapides pour cacher les changements. Pendant les derniers jours de tournage dans le désert de l'Utah, Sluizer a remarqué que quelque chose n'allait pas. River partageait une cloison de remorque avec lui et le réalisateur a dit qu'il entendait souvent River faire les 100 pas toute la nuit, répétant des lignes sur la fin du monde, puis se lançant dans des tas et tirades émotionnelles sur son enfance. Il a dit à Sluizer qu'à l'âge de 7 ans, il jouait de la musique de rue tous les jours juste pour nourrir sa famille. Ce souvenir le hantait. Il a dit que le show business ressemblait au même genre de piège. Son régime alimentaire sur le plateau se composait uniquement de café, de jus de carotte et de guana, un stimulant naturel.
Le responsable des accessoires a estimé qu'il consommait 5 grammes de poudre de guana par jour, 5 fois la dose sûre. Sloiser l'a supplié de faire une pause, même d'une semaine, mais River a refusé. Il a dit qu'il était à court de bonnes années. Le réalisateur a dit plus tard que l'humeur de River oscillait entre des sommets créatifs et des bas émotionnels. Interrompre la production, a-t-il dit, aurait été comme voler le feu à une tempête. Le soir de sa mort, River n'avait pas l'intention de faire la fête. Il a dîné avec Samantha Mathis et allait déposer ses frères et ses sœurs, mais un appel téléphonique est arrivé. Le groupe de Johnny Depp jouait au Viper Room ce soir-là, et il voulait que River fasse un jam avec eux. Il n'avait pas bien dormi depuis des jours, mais a dit qu'il irait pour une seule chanson. Lui et Mathis sont arrivés à 22h40 le 30 octobre. Environ 150 personnes étaient déjà à l'intérieur. Le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea, était là, tout comme le guitariste John Frusciante, tout juste sorti d'une rechute. Mathis a dit plus tard au Guardian qu'elle s'était sentie malade dès qu'ils étaient entrés. Elle a supplié River de partir avant minuit. Elle a dit que la pièce semblait dangereuse. 45 minutes plus tard, River s'est effondré à l'extérieur. Ce qui s'est passé dans les coulisses était horrible. Des tests ultérieurs ont montré que son sang contenait 196 mg de morphine par litre et 1,19 de cocaïne. Ces chiffres étaient 8 et 5 fois plus élevés que les niveaux létaux d'un seul médicament. Le coroner a également trouvé du Valium, de la marijuana et du propoxyphène. Des témoins ont dit qu'il avait bu quelque chose dans les coulisses, un mélange de cocaïne liquide, de Valium écrasé et d'héroïne. Le musicien Bob Forrest a dit que Frusciante l'avait donné à River comme si c'était du Gatorade. La boisson a retardé le plein effet. River s'est senti bien au début, mais ensuite son cœur a atteint 180 battements par minute. Son corps s'est rempli à la fois de stimulants et de sédatifs et il a commencé à s'effondrer. À 0h45, pendant que le groupe de Johnny Depp jouait Heroin de Lou Reed, River a trouvé Bob Forrest et a chuchoté « Je crois que je fais une overdose ». Bob l'a examiné. River marchait. Il pouvait parler. Alors Bob lui a dit d'aller prendre l'air. Ce moment le hante encore. Des experts ont dit plus tard qu'il y avait une fenêtre de 20 à 25 minutes où la naloxone et d'autres médicaments auraient pu sauver River, mais personne n'a agi à temps. Bob Forrest travaille maintenant dans le domaine de la désintoxication. Il dit « Chaque conférence qu'il donne est une façon de compenser les 20 minutes les plus catastrophiques de ma vie. » À 1h03, des caméras ont filmé River titubant hors du club. Il est tombé 12 secondes plus tard. Des témoins ont dit « Il s'est cogné la tête sur le trottoir encore et encore. Du sang mélangé à de la mousse a jailli de sa bouche. Sa sœur Jane a essayé le bouche à bouche. Elle s'est allongée sur sa poitrine, le suppliant de rester vie. Joaquin a couru vers un téléphone public à proximité et a appelé le 911. Cela a duré 73 secondes. Il a supplié de l'aide. Les ambulanciers sont arrivés à 1h11. River ne respirait pas. Flea a sauté dans l'ambulance et a tenu la main de River pendant que les ambulanciers administraient 5 doses d'épinéphrine. À 1h51, après 6 chocs. Avec un défibrillateur, la mort de River a été prononcée. Des taches de sang sont restées sur le trottoir jusqu'au lever du soleil. Johnny Depp a fermé le Viper Room pendant 9 jours. Il a payé le personnel lui-même. Il a javelisé le trottoir pour nettoyer le sang. Pourtant, les fans sont venus tous les jours. Ils ont laissé 3000 bougies et 15 000 roses. Il y avait tellement de lettres que les employés de la ville ont dû les emporter dans 2 bennes à ordures. Les journalistes ont essayé d'acheter des photos du corps de River pour 15 000 $. Le coroner a verrouillé la morgue. Le 12 novembre 1993, le rapport toxicologique est sorti. Il n'y avait pas encore Google, mais 24 heures, il a atteint 23 pays. Il est devenu l'un des rapports d'autopsie les plus largement partagés de la décennie. Décembre, Depp a arraché le téléphone public qu'il avait utilisé.
il l'a remplacée par une applique murale. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais que personne compose la mort à cet endroit. Lorsque River Phoenix était mort, tout le monde a supposé qu'il s'agissait d'une overdose de drogue. Le rapport toxicologique a dit qu'il y avait assez de cocaïne dans son estomac pour tuer 8 personnes, assez d'héroïne pour tuer 3 de plus. Un médecin a même dit aux enquêteurs que c'était assez pour tuer un éléphant. Mais le plus étrange, c'est que presque rien n'est entré dans son sang. Les drogues étaient simplement là, flottant dans une mare de liquide sombre dans son estomac. 12 jours après sa mort, le rapport officiel l'a confirmé. Il n'y avait aucun site d'injection nulle part sur son corps. Alors, comment tout ce poison a-t-il fini à l'intérieur de lui s'il ne l'a pas injecté ou sniffé? La réponse n'était pas claire, mais l'absence de blessure par piqûre a soulevé un drapeau. Peut-être que quelqu'un l'a glissé dans sa boisson. Peut-être qu'il ne l'a jamais pris volontairement. Les détectives ont commencé à vérifier d'autres cas d'overdose à Los Angeles, espérant trouver une correspondance. Ils n'ont trouvé aucune. Ce qui est arrivé à Phoenix cette nuit-là n'était pas seulement rare, c'était presque inouï, et il y avait plus. Chaque fois que la cocaïne est impliquée, les coroners vérifient le nez. Ils cherchent de la poudre, des dommages, des cristaux qui restent pendant un jour ou deux. Mais le nez de River était propre. Ce détail a discrètement détruit l'histoire officielle, celle qui disait qu'il avait sniffé un speedball dans la salle de bain du Viper Room parce que s'il l'avait fait, ses voix nasales ne seraient pas impeccables. Les toxicologues savaient ce que cela signifiait. Les drogues devaient venir d'ailleurs. Et puis, quelque chose a cliqué. Un barman a dit que Phoenix avait accepté un gobelet papier juste avant de s'effondrer, d'un homme que personne n'avait reconnu. Ce moment a soudainement compté beaucoup plus lorsque le rapport toxicologique complet a fuité le 12 novembre 1993. Les tabloïds ont crié à propos de la cocaïne, mais ils ont manqué le détail qui comptait le plus, celui sur lequel les détectives se concentraient. À ce jour, seule une poignée de décès dans le monde impliquent un speedball oral, et River Phoenix était l'un d'eux.